Imagine que tu te trouves dans l'air glacial des montagnes, quelque part dans l'est de la Turquie. Devant toi repose une forme dans le sol qui, vue de près, paraît presque insignifiante. Une longue crête de terre, de pierre et d'herbe. Rien qui semble crier « Regarde-moi ». Pourtant, dès que l'on observe cet endroit depuis le ciel, tout change. Soudain apparaît une silhouette longue et étroite, effilée à ses deux extrémités, comme l'ombre d'un immense navire qui ne se serait pas échoué en mer, mais sur le flanc d'une montagne. Et c'est précisément ici que commence la question qui divise les gens depuis des décennies. S'agit-il simplement d'un caprice géologique de la nature ou contemplons-nous les dernières traces d'Oconias de l'Arche de Noé? Dans les montagnes proches de l'Ararat, les habitants racontent depuis des générations l'histoire de cet endroit. Ils ne l'appellent pas simplement une colline, ils l'appellent le navire. Pas depuis hier, pas depuis qu'une équipe de tournage est venue sur place, pas depuis que les images satellites et les radars ont fait les gros titres, bien avant que des chercheurs modernes n'arrivent avec leurs instruments de mesure, leurs caméras et leurs théories. Et aujourd'hui, une équipe serait finalement parvenue à pénétrer à l'intérieur de cette mystérieuse formation. Ils ont foré un trou dans la pente, descendu une caméra dans l'obscurité et attendu que l'image apparaisse sur le moniteur. Puis, raconte-t-on, le silence est tombé dans la tente. Plus de murmures, plus de rires, plus d'explications rapides, seulement des personnes fixant un écran, incapables de trouver les mots. Le scientifique principal aurait quitté la tente et refusé d'y revenir. Les images complètes de la vidéo n'ont jamais été rendues publiques. L'accès au site aurait même été restreint. Depuis, une même question revient sans cesse. Qu'ont-ils vu là-dessous? Et pourquoi personne n'en parle ouvertement? Avant d'aller plus loin, écris maintenant dans les commentaires si tu es plutôt croyant ou sceptique. Et reste jusqu'à la fin, car plus cette histoire avance, plus elle devient étrange. Lorsque l'on évoque l'arche de Noé, la plupart des gens pensent immédiatement au mont Ararat. Pendant des décennies, des expéditions ont fouillé ces pentes à la recherche de restes de bois, de fissures dans la glace et de silhouettes mystérieuses sur les glaciers. Des hommes ont transporté des caméras dans la neige, risqué des engelures, escaladé des zones dangereuses pour souvent revenir avec seulement des images floues et davantage de questions. Mais peut-être, disons certains, que le véritable emplacement ne se trouvait pas là où tout le monde cherchait. À une trentaine de kilomètres plus au sud, s'étend un paysage volcanique plus sombre, plus rude, près du mont Tendurek. Le sol y est déchiré, les rochers semblent brûler et le vent paraît ne jamais cesser de souffler. Au pied des pentes se trouvent d'anciens villages dont les habitants vivent avec ces montagnes comme si elles faisaient partie de leur histoire familiale. Et ils n'ont jamais oublié cette étrange formation qui domine leur maison. Depuis le sol, elle paraît banale, une colline allongée parmi tant d'autres, mais vue du ciel, elle révèle une forme presque symétrique, longue, étroite, régulière, rétrécie aux extrémités, comme si quelque chose d'immense avait reposé là avant d'être lentement englouti par la terre et le temps. Le monde extérieur découvrit cet endroit en 1959 lorsque le capitaine turc Ilan Durupunar réalisa des photographies aériennes lors d'une mission de reconnaissance. Sur l'un de ces clichés, il remarqua un contour inhabituel. Lorsque les images furent analysées plus tard, les murmures commencèrent. Et si tout le monde avait cherché sur la mauvaise montagne depuis le début? Et si l'objet ne se trouvait pas dans les glaces du sommet, mais exposé à la vue de tous sur une autre pente? Puis vinrent les mesures. La formation mesure environ 515 pieds de long. Dans la Genèse, l'arche est décrite comme ayant une longueur de 300 coudées. Selon l'unité ancienne utilisée, cela correspond approximativement à une taille comprise entre 450 et 515 pieds. Pour certains, ce n'était qu'une coïncidence. Pour d'autres, ce fut le moment où une forme curieuse devint une énigme sérieuse. Le gouvernement turc prit l'affaire suffisamment au sérieux pour envoyer une équipe d'enquête en 1960. Les experts revinrent avec des données difficiles à interpréter à l'époque. Un rapport fut rédigé, puis le silence retomba. Pendant près d'un demi-siècle, la montagne demeura ce qu'elle avait toujours été, un lieu rempli d'allusions, de rumeurs et de questions sans réponse. Puis, la technologie moderne arriva. Le radar à pénétration de sol n'est pas une fenêtre magique sur le passé, mais il permet de révéler des différences dans le sous-sol. Il montre les densités, les couches et les formes. Il ne fournit pas de réponse simple, mais il peut mettre en évidence des anomalies invisibles depuis la surface. Lorsque de nouvelles équipes utilisèrent cette technologie sur la formation de Durupunar, les résultats ne ressemblaient apparemment pas à ceux d'un terrain ordinaire. Les analyses révélèrent de longues lignes parallèles traversant toute la longueur de la structure.
On y distinguait également des angles, des arêtes et des couches que certains décrivirent comme étonnamment réguliers. Un mot revenait sans cesse dans les discussions. Chambre, pas une masse uniforme, pas simplement de la roche, mais des sections, des espaces, des compartiments qui semblaient en séparer les uns des autres. Et c'est ici que l'histoire devient particulièrement fascinante, car la description biblique ne parle pas seulement d'un immense navire, elle mentionne également plusieurs niveaux et différentes pièces à l'intérieur, en bas, au milieu et en haut. Non pas une coque vide, mais une construction organisée. Les chercheurs, dit-on, n'étaient pas venus pour confirmer une légende. Ils s'attendaient plutôt à une explication naturelle. L'érosion, une coulée de boue, une formation volcanique ou simplement une illusion visuelle. Pourtant, les données les auraient poussés à poser davantage de questions. Le radar montrait clairement qu'il existait quelque chose d'inhabituel sous la surface, mais il ne pouvait pas révéler ce qui se trouvait dans ces supposées chambres. Pour le découvrir, il fallait entrer. Cette même nuit, les emplacements des forages auraient été planifiés, pas au hasard, mais précisément aux endroits où les relevés montraient les anomalies les plus marquées. Si cette structure n'était qu'une simple formation naturelle, les chercheurs trouveraient de la pierre, de la terre et des couches géologiques ordinaires. Mais si quelque chose d'autre reposait sous la montagne, quelque chose qui n'appartenait pas au paysage naturel, alors le forage finirait par le révéler. Et c'est exactement à ce moment-là que commence la partie de l'histoire qui change tout. Avant de parler de ce que les forages auraient prétendument mis au jour, il faut faire un pas en arrière. Car l'importance de cet endroit ne repose pas uniquement sur un seul récit religieux. En réalité, l'histoire commence bien avant les expéditions modernes, bien avant les radars, et même bien avant les premières copies du livre de la Genèse. Le récit d'un déluge gigantesque fait partie des ressemblances les plus étonnantes de l'histoire humaine. Sur presque tous les continents, on trouve d'anciennes traditions racontant une catastrophe durant laquelle les eaux auraient englouti de vastes portions du monde. Les noms changent, les héros changent, les dieux changent. Pourtant, le cœur du récit reste souvent remarquablement similaire. Un immense déluge, un petit groupe de survivants, un bateau particulier, des animaux et un nouveau départ. Déjà en Mésopotamie, des histoires relatant une inondation colossale étaient gravées sur des tablettes d'argile. On y trouve le personnage d'Utanapishtim, un homme averti d'une catastrophe imminente qui construit un gigantesque navire afin de sauver sa famille et le monde vivant. De nombreux chercheurs y voient des parallèles frappants avec l'histoire de Noé. Dans d'autres régions du monde, des récits similaires apparaissent également. En Inde, la tradition raconte l'histoire de Manu. En Grèce, celle de Deucalion. Chez de nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, on retrouve aussi leur propre version. Même dans les îles du Pacifique, en Australie et dans de nombreuses autres régions, des souvenirs d'un grand déluge semblent avoir traversé les siècles. Bien sûr, cela ne signifie pas automatiquement que toutes ces histoires décrivent exactement le même événement. Pourtant, pour beaucoup de personnes, une question fascinante se pose. Pourquoi tant de cultures racontent-elles une catastrophe aussi semblable? Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. Peut-être ces récits reflètent-ils simplement des inondations locales. Ou peut-être conservent-ils le souvenir d'événements réels aujourd'hui perdus dans les brumes du passé. C'est précisément pour cette raison que chaque nouvel indice provenant des montagnes de Turquie attire autant l'attention. Car si quelque chose d'extraordinaire s'y cache réellement, cela dépasserait largement le cadre d'une simple découverte archéologique. Lorsque les recherches sur la formation se poursuivirent, les équipes ne se limitèrent pas aux relevés radars. Elles voulurent savoir si l'environnement de l'objet différait du terrain qui l'entourait. Des échantillons de sol furent donc prélevés à l'intérieur de la formation, à l'extérieur de la formation, à différentes profondeurs, à différents endroits. L'hypothèse était simple, si tout cela n'était qu'une colline naturelle, les résultats devraient être largement similaires. Mais les rapports qui commencèrent à circuler décrivaient apparemment une réalité différente. À l'intérieur de la structure, des concentrations plus élevées de matières organiques auraient été détectées. La composition minérale semblait également différente de celle du terrain voisin. Certains chercheurs signalèrent même des anomalies dans la croissance de la végétation. À certains endroits, l'herbe semblait plus dense. Ailleurs, elle présentait une légère variation de couleur. Bien entendu, de telles observations ne constituent aucune preuve, mais elles peuvent suggérer la présence, sous la surface, de matériaux influençant les propriétés du sol. Lorsque des matières organiques se décomposent pendant de très longues périodes, elles modifient leur environnement. L'eau circule différemment. Les minéraux se répartissent autrement. Les plantes réagissent à ces changements. C'est pourquoi certains scientifiques qualifièrent ces données d'intéressantes. Pas comme une preuve, pas comme une confirmation, mais comme un élément justifiant des recherches supplémentaires. Puis un autre mystère fit son apparition. Plusieurs échantillons prélevés en périphérie de la formation auraient contenu des matériaux différents de la roche volcanique
chimiques environnantes. Certains participants les décrivirent comme des matières fossilisées d'origine inconnue. Les échantillons furent envoyés dans des laboratoires. Et c'est ici que commence l'un des aspects les plus controversés de toute l'affaire. Selon certaines rumeurs, un technicien aurait appelé un proche après une première analyse. Il aurait laissé entendre que le matériau examiné provenait autrefois d'un organisme vivant. Rien de plus. Impossible aujourd'hui de vérifier cette histoire. Pourtant, elle se répandit rapidement parmi ceux qui suivaient déjà de près les recherches. L'histoire devient encore plus étrange quelques kilomètres plus loin. Là se dressent d'immenses blocs de basalte, massifs, verticaux, pesant plusieurs tonnes chacun. Près de leur sommet, chaque pierre présente une large ouverture. Des ouvertures suffisamment grandes pour laisser passer d'épaisses cordes. Depuis des générations, les habitants les appellent les pierres d'ancrage. Selon la tradition locale, elles auraient été reliées autrefois à l'arche afin de stabiliser l'immense navire face aux courants violents. Pour les archéologues modernes, cette interprétation reste très controversée. Beaucoup y voient une tradition religieuse ou une légende apparue bien après les faits supposés. Mais une chose est certaine, ces pierres existent réellement et continuent d'intriguer les chercheurs. Leur taille impressionne, leur origine demeure incertaine, et leur disposition dans le paysage suscite encore aujourd'hui de nombreuses discussions. Certains soulignent également que plusieurs de ces blocs semblent grossièrement alignés en direction de la formation en forme de navire. Coïncidence ou indice significatif. Le débat reste ouvert. Pendant que ces discussions se poursuivaient, l'attention du public se tourna à nouveau vers un homme dont le nom était associé au site depuis des décennies, Ron Wyatt. Pour ses partisans, il était un explorateur visionnaire. Pour ses détracteurs, un amateur dépourvu de formation scientifique. Lorsque Wyatt découvrit les photographies aériennes à la fin des années 1970, il fut immédiatement convaincu qu'il se trouvait devant quelque chose d'exceptionnel. Alors que d'autres observaient l'image avant de passer à autre chose, lui entama une quête qui allait durer plusieurs décennies. Il retourna sans cesse en Turquie. Il étudia la formation encore et encore. Il collecta de nouveaux échantillons. Il affirma avoir trouvé du bois pétrifié. Il parla de traces métalliques. Il présenta des images de structures qu'il interprétait comme les membrures d'une immense coque. La communauté scientifique accueillit ses conclusions avec un profond scepticisme. La plupart de ses affirmations furent rejetées. Son nom devint rapidement source de controverses. Pourtant, des années plus tard, un phénomène intéressant se produisit. Certaines mesures modernes semblèrent redonner de l'importance à quelques-unes de ses observations initiales. La longueur de la formation correspondait effectivement à ses relevés. Certaines anomalies souterraines furent également confirmées. Ainsi, une histoire que beaucoup avaient oubliée revint soudain sur le devant de la scène. Mais personne n'imaginait encore que la phase la plus importante restait à venir, car les chercheurs souhaitaient désormais accomplir quelque chose que très peu avaient été réellement tentés auparavant. Ils ne voulaient plus seulement mesurer, plus seulement observer, plus seulement interpréter. Ils voulaient envoyer une caméra à l'intérieur. Et c'est précisément là que commence le moment dont certains participants diront plus tard qu'il a changé toute l'enquête. Les préparatifs des forages Bichita avaient duré bien plus longtemps que prévu. Chaque emplacement devait être choisi avec une extrême précision. Personne ne voulait endommager inutilement le site. Dans le même temps, l'équipe souhaitait atteindre les zones où les relevés radars avaient révélé les anomalies les plus marquées. Pendant plusieurs jours, les cartes furent comparées, les mesures vérifiées, les coordonnées recalculées. Finalement, la décision fut prise. Le premier forage commença tôt le matin. Le vent balayait les flancs de la montagne tandis que les machines se mettaient lentement en marche. Au début, tout se déroula comme n'importe quel géologue l'aurait attendu. Les foreuses traversant la terre, les gravats et les couches compactées de matériaux volcaniques, mètre après mètre, couche après couche. Rien ne semblait inhabituel. Puis, quelque chose aurait changé. Plusieurs personnes rapportèrent plus tard que la résistance rencontrée par les foreuses devint soudain différente. Les machines ne réagissaient plus comme auparavant. Le matériau sous la zone de forage ne ressemblait apparemment plus à une roche ordinaire. Bien sûr, cela ne signifie pas grand-chose à lui seul. Le sous-sol peut contenir toutes sortes de structures inattendues. Pourtant, la différence était suffisamment nette pour être remarquée immédiatement. Lorsque les têtes de forage furent remontées à la surface, une matière inhabituelle y adhérait. De nouvelles analyses furent ordonnées, d'autres forages planifiés. Puis arriva enfin le moment que tout le monde attendait. Les caméras furent préparées. Il s'agissait de caméras spécialement conçues pour les forages profonds, équipées d'un éclairage intégré et d'objectifs haute résolution. Elles étaient suffisamment petites pour être introduites dans les ouvertures étroites et pouvaient transmettre leurs images en temps réel vers des écrans installés à la surface.
Les premières minutes furent décevantes. De la poussière, des ombres, des contours indistincts. La caméra avançait lentement. L'éclairage était ajusté, la mise au point corrigée. Puis, quelque chose apparut à l'écran. Au départ, personne n'était certain de ce qu'il voyait. Une surface, une limite, une structure. La caméra poursuivit sa progression. Peu à peu, il devint évident que la surface observée ne ressemblait pas à une simple roche naturelle. Elle paraissait stratifiée, comme si plusieurs couches avaient été comprimées ensemble pendant une période extrêmement longue. Plusieurs personnes présentes dans la tente de contrôle se rapprochèrent instinctivement des moniteurs. Personne ne voulait manquer le moindre détail. La caméra continua, puis apparut un angle. Deux surfaces se rejoignaient, pas selon une courbe aléatoire, pas dans le chaos habituel des formations rocheuses, mais selon une ligne qui semblait étonnamment régulière. Les images furent enregistrées. Les techniciens vérifièrent une nouvelle fois l'éclairage. De plus en plus de détails devenaient visibles. À certains endroits, de fines lignes semblaient parcourir la surface. Des motifs délicats que certains observateurs comparèrent plus tard à des fibres de bois. Personne ne parla de preuves. Personne ne prononça officiellement le mot « arche ». Pourtant, l'atmosphère dans la tente semblait avoir changé. Chaque nouvelle image était examinée avec une attention extrême. La caméra continua de progresser. Puis survint l'instant dont on parle encore aujourd'hui. À une profondeur estimée à environ 4 mètres, le moniteur révéla une série d'ouvertures sombres, l'une après l'autre, alignées, de taille similaire, séparées par des distances régulières. Chacune semblait mener vers une autre zone plongée dans l'obscurité. La caméra resta immobile plusieurs secondes. Personne ne dit un mot. Plus tard, certains affirmèrent que l'on pouvait entendre sur les enregistrements audio la respiration des personnes présentes devenir plus lourde. Ces ouvertures ne ressemblaient pas à de simples cavités naturelles, ni à des fractures aléatoires dans la roche. Elles évoquaient davantage des passages, des accès vers d'autres espaces. La caméra se déplaça lentement le long de cette série d'ouvertures. L'éclairage révéla de nouveaux détails. Derrière chacune d'elles, l'obscurité semblait se prolonger profondément dans la montagne. Impossible de déterminer jusqu'où. Impossible de savoir combien de ces espaces existaient réellement. Les images continuaient d'être enregistrées. Puis, plus profondément encore, un autre objet apparut. Cette fois, il s'agissait d'une longue structure située au plafond de la cavité. Elle s'étendait presque horizontalement, droite, sombre, clairement distincte de son environnement. Plusieurs observateurs la décrivirent plus tard comme ressemblant à une poutre. La caméra demeura braquée sur cet élément. Les secondes passaient, puis les minutes. Les techniciens vérifiaient constamment la qualité de l'image. Et plus ils s'observaient, plus il devenait difficile pour certains de trouver une explication simple. Un géologue se serait penché si près de l'écran que son visage n'était plus qu'à quelques centimètres de celui-ci. Une autre chercheuse, qui avait répété à plusieurs reprises qu'elle s'attendait à une explication purement naturelle, aurait finalement prononcé une phrase qui allait être citée encore et encore. Selon plusieurs récits, elle aurait simplement déclaré « Cette structure paraît construite ». Puis le silence serait revenu. Personne ne sait avec certitude si cette scène s'est déroulée exactement ainsi. Mais l'histoire se répandit rapidement. Peut-être justement parce que les images complètes ne furent jamais publiées. À la place, seules des déclarations prudentes furent diffusées. On parlait de données inhabituelles, d'analyses supplémentaires, de recherches complémentaires nécessaires. Mais aucune conclusion officielle n'était annoncée. Personne ne déclara publiquement avoir trouvé l'arche de Noé. Personne ne présenta de preuves définitives. Et pourtant, les spéculations explosèrent. Car moins les informations étaient nombreuses, plus l'imagination prenait le relais. Certains étaient convaincus que les chercheurs étaient en ce moment sur le point de confirmer l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire. D'autres pensaient que les données avaient été mal interprétées. Et d'autres encore se demandaient pourquoi la communication devenait soudain si prudente. Pendant des mois, le projet avait bénéficié d'une attention médiatique régulière. Puis, les annonces se firent plus rares. Les interviews furent annulées. Les nouvelles images cessèrent d'apparaître. Les demandes d'informations restèrent sans réponse. Pour de nombreux observateurs, c'était là l'aspect le plus étrange de toute cette affaire. Pas les structures supposées, pas les forages, pas les images de caméra, mais le silence soudain. Plus il durait, plus l'intérêt grandissait. Et pendant que le vent continuait de souffler sur les pentes de la montagne, les caméras auraient poursuivi leur progression à l'intérieur de la formation, mètre après mètre, compartiment après compartiment, ouverture après ouverture. La question n'était désormais plus seulement de savoir si quelque chose se trouvait là-dessous. La question était devenue quelle était réellement l'ampleur de ce qui s'y cachait. Car si les premières images montraient effectivement ce que certains chercheurs soupçonnaient, alors bien davantage pouvait être enfoui sous la montagne que ce que quiconque avait imaginé au départ. Et c'est précisément ici que commence la phase suivante de l'histoire. Car tandis que les investigations se poursuivaient, des récits commencèrent à circuler au sujet de réactions étranges au sein même de l'équipe.
des réactions qui allaient en rendre le mystère de la montagne encore plus profond qu'auparavant. Au fil des semaines, l'atmosphère autour du projet devenait de plus en plus inhabituelle. Au début, de nombreux participants acceptaient volontiers de répondre aux journalistes. Ils expliquaient leurs méthodes, détaillaient les objectifs des recherches et participaient à des documentaires. Tout semblait ressembler à une enquête archéologique parmi tant d'autres. Puis quelque chose changea. Au début, la transformation passa presque inaperçue. Une interview fut reportée. Une demande de renseignement resta sans réponse. Un rapport annoncé ne fut jamais publié. Pour un observateur extérieur, cela n'avait rien d'extraordinaire. De tels retards surviennent constamment dans les projets de recherche. Pourtant, avec le temps, un schéma commença à émerger. Des personnes qui parlaient auparavant librement de leur travail devenaient soudain beaucoup plus réservées. Les déclarations publiques étaient plus prudentes. Chaque nouvelle communication semblait plus courte que la précédente. Officiellement, l'explication restait toujours la même. Les données étaient encore en cours d'analyse. Des vérifications supplémentaires étaient nécessaires. Il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. D'un point de vue scientifique, cela paraissait parfaitement normal. La recherche exige du temps. Les résultats doivent être contrôlés. Les hypothèses doivent être testées. Mais pour de nombreux observateurs, cette prudence prit une autre signification. Ils commencèrent à se demander si quelque chose s'était produit en coulisses, si les chercheurs avaient découvert quelque chose qui les avait eux-mêmes surpris. Les rumeurs se multiplièrent. L'une d'elles concernait un géologue qui aurait participé aux investigations. Selon cette histoire, il aurait confié à certains proches que les images observées à l'écran ne quitteront plus son esprit. Il aurait eu du mal à dormir et reviendrait sans cesse sur ce qu'il avait vu. Personne ne sait si ce récit est authentique. Pourtant, il se répandit rapidement. Une autre rumeur concernait une scientifique qui avait déclaré dès le départ qu'elle s'attendait à une explication entièrement naturelle de la formation. Après les nouvelles investigations, son attitude aurait changé. Par la suite, elle serait devenue beaucoup plus discrète publiquement. Là encore, aucune preuve ne permet de confirmer cette histoire, mais elle continua de circuler. À chaque répétition, elle gagnait en importance. À chaque répétition, elle devenait plus mystérieuse. Et c'est précisément ici qu'apparaît un phénomène fascinant. Moins il existait d'informations vérifiées, plus les spéculations se développaient. Les gens commencèrent à combler eux-mêmes les vides, un simple retard devint un secret, un silence devint un indice, une question ouverte se transforma en théorie. Pendant ce temps, un autre facteur passait souvent inaperçu, la localisation même du site. La région se trouve dans une zone géopolitiquement sensible. Les régions frontalières sont souvent soumises à des règles de sécurité particulières. Les autorisations peuvent être complexes à obtenir. Le transport de matériel doit être coordonné. Les équipes internationales ont fréquemment besoin de multiples validations administratives. Déjà par le passé, plusieurs chercheurs avaient signalé que l'accès à cette zone pouvait s'avérer difficile. Certaines expéditions avaient dû être reportées, d'autres n'avaient jamais obtenu les autorisations nécessaires. Certaines avaient été contraintes de limiter leurs activités. Pour de nombreux observateurs, cela explique au moins une partie des retards, mais pour d'autres, cette explication ne suffit pas.